Bonjour Laurent, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Laurent, tu es journaliste, cofondateur de Mediapart et tu viens de publier aux éditions La Découverte un livre, ça s'appelle Collaboration, enquête sur l'extrême droite et les milieux d'affaires. En gros, tu y dénonces, tu y décortiques les collusions entre le monde des affaires, le monde des patrons, le monde économique, comme on l'appelle, et l'extrême droite, notamment le Rassemblement national, mais pas uniquement. On va revenir sur les différents exemples que tu explores, mais d'abord une question. Au fond, pour toi, qu'est-ce qui fonde cette collusion du point de vue du milieu des affaires? Autrement dit, est-ce qu'il y a dans la matrice du patronat quelque chose qui pourrait les pousser naturellement vers l'agenda, vers le projet de l'extrême droite, ou c'est uniquement pour défendre leurs intérêts le plus agressivement possible qu'ils font le choix de ceux qui potentiellement vont bientôt arriver au pouvoir? Il y a toujours eu dans le patronat français une tendance très réactionnaire. Si tu prends les années 60 par exemple, tout le CNPF, l'ancêtre du MEDEF, est composé de gens qui sont royalistes. La figure la plus connue, c'était Ambroise Roux, le président de la Compagnie Générale d'Électricité, qui, tout le monde le savait, le 21 janvier, allait à la messe pour honorer la mémoire de Louis XVI, guillotiné ce jour-là. Voilà, mais c'est une tendance de fond, mais ce qui fait l'actualité de cela, c'est en fait il y a une modification en profondeur du fonctionnement du capitalisme mondial. Parce qu'en fait, les liens avec l'extrême droite se font de deux façons, soit avec le Rassemblement national, soit au plan mondial. Et donc, il y a une chose qui n'est pas assez pointée en ce moment en France, c'est que les signes annonciateurs d'un nouveau capitalisme, c'est évidemment ça a été la victoire de Bolsonaro au Brésil, ça a été ensuite Milei en Argentine, la tronçonneuse, et ça a été les 2 victoires de Trump, et surtout la seconde victoire de Trump. Et certaines personnes ont voulu voir en Trump une sorte de fou dangereux, mais on a manqué souvent en France de vigilance sur ce qui était à l'œuvre. Si tu prends l'un des plus proches de Trump, Peter Thiel, qui est le fondateur de PayPal, le système de paiement électronique, il y a 20 ans, il écrit dans un billet de blog: j'en suis arrivé à la conviction que la liberté est incompatible avec la démocratie. La liberté au sens où lui l'entend, la liberté du commerce, la liberté d'accumuler du capital, voilà. L'un de ses inspirateurs, qui est un blogueur très connu aux États-Unis, Curtis Yarvin, à la même époque dit: mais que reproche-t-on donc aux nazis? Je dis, c'était il y a 20 ans. Ça te montre que le salut hitlérien de Musk, le jour de l'investiture de Trump, vient de très loin. Il y a donc un nouveau capitalisme qui apparaît. Alors comment le qualifier? Anarcho-capitaliste. Un capitalisme qui ne veut plus de règles du tout. Donc en fait, un capitalisme sans la démocratie. C'est ça, pour ce qui concerne les PDG français les plus internationalisés, c'est ça qui les fascine. C'est abolir les règles les plus élémentaires de la démocratie. Alors, c'est ça le monde de fond. Ensuite, par ailleurs, il y a dans la partie française de l'histoire, il y a, comment dire, ce qui les soude d'abord, c'est la crainte de la gauche. Moi, j'ai pas le sentiment que le programme du nouveau Front populaire ait été beaucoup plus radical que celui de 81. Je dirais même plutôt l'inverse. Il était peut-être moins énergique. Mais il y a une peur panique du nouveau Front populaire, pas seulement de LFI, d'une victoire de la gauche, ou une sorte d'égoïsme social qui fait qu'ils ne veulent pas des réformes que la gauche pourrait porter. Et c'est ça qui les soude, parce que dans le patronat est un dégradé de position. T'as les fachos, les vrais, les Bolloré, les Sterrin, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et puis t'en as les qui sont plus timorés, mais ce qui les soude, c'est ça.
Voilà. Mais il y a un truc intéressant, c'est que tu est allé t'entretenir avec le PDG actuel de Safran, un franco-australien, qui te dit en gros, oui, il y a cette peur panique de la gauche, mais surtout, il y a cette conviction que si la gauche arrive au pouvoir, alors elle mettra en œuvre son programme sans rien écouter de façon radicale. Alors que si le RN arrive au pouvoir, il sous-entend, ce PDG de Safran, que bon, bon an mal an, il est pas le patronat ne trouve pas ça non plus absolument génial, mais le patronat pourra faire du lobby en fait sur le RN et Pour les amener où ils veulent. pour les amener où ils veulent. Oui. Alors, en fait, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, et c'est pour ça que moi j'ai voulu faire cette enquête, c'est que jamais dans l'histoire, l'extrême droite n'est arrivée au pouvoir sans le consentement ou l'aide même directe des milieux d'affaires. C'était le cas en Italie en 1922 avec Mussolini, ça a été le cas évidemment en Allemagne lors de l'accession au pouvoir de Hitler, c'était le cas au Chili aussi plus récemment. Voilà, et je pense qu'on est dans un moment de ce type-là, de basculement, où la jonction est en train de s'opérer entre les milieux d'affaires et l'extrême droite, où certains grands patrons qui au début trouvaient que l'extrême droite, c'était pas des gens de leur milieu, un peu des ploucs, une sorte de racisme social qui faisait que c'était pas de leur milieu. Là, ils se disent, on aura peut-être besoin de... Alors, il y en a certains qui sont des militants, hein, mais Bolloré est adepte de la théorie raciste et xénophobe du remplacement. Sterrin a cette vision catholique, ultra-conservateur, assez voisine. Mais pour la plupart d'entre eux, les autres, enfin, il n'y a pas que, hein, il y en a un que j'aime bien rappeler qui est du même type, c'est Groupe d'Assaut, hein, avec tout l'encadrement du Figaro qui vient de Valeurs Actuelles et qui est enraciné à l'extrême droite. Voilà. Mais pour tous les autres, c'est la réflexion, c'est la gauche. Quand elle est soudée et unie, elle a un programme. En général, elle essaie d'appliquer. Alors, c'est que l'histoire parfois est plus complexe que ça, que la gauche peut oublier ses engagements, mais en tout cas, c'est ça qu'ils pensent. Et ils se disent qu'en revanche, l'extrême droite, ils pourront l'accompagner dans le bon sens. Et pour quelle raison ils pensent ça? C'est qu'on voit bien ce qui s'est passé depuis 2 ans, et ce qui conduit sans doute au rapprochement. C'est 2022, le chouchou des grands patrons, c'est pas c'est pas l'Assemblée nationale, c'est Éric Zemmour. Parce que tout raciste et xénophobe qu'il soit, Zemmour, il a à l'époque un programme néolibéral ou ultralibéral. Hein, et ça plaît aux grands patrons. Et donc, Éric Zemmour rencontre le patron d'AXA, Henri Decastre, il envoie d'autres, il fait des meetings avec des patrons. Et je pense que le Rassemblement national comprend qu'il n'y arrivera pas s'il ne marche pas sur ces brisées-là. Et donc, il abandonne un peu progressivement sa posture nationaliste, souverainiste, pour dire, nous sommes, dans le langage patronal, pro-business. Et donc, c'est pour ça que je pense que nous vivons un moment qui est très important. Est-ce que tu dirais que ces patrons qui embrassent l'extrême droite, qui collusionnent entre guillemets avec l'extrême droite, est-ce que tu dirais qu'ils le font malgré l'agenda, le projet profondément raciste qui est le leur? Autrement dit, est-ce qu'ils se disent on préfère avoir la suppression de l'AME, de l'aide médicale d'État, plutôt que la taxe Zuckman? Ou est-ce qu'ils vont quand même, au bout d'un moment, se dire bah non, en fait, c'est pas possible non plus de supprimer l'AME ou de mener des politiques ouvertement racistes? Oui, je pense que c'est pas ce degré de sophistication à la réflexion qui est conduit. Je pense que c'est... tu connais la formule de Marx, le capital doit toute chose dans les eaux glacées du calcul égoïste. Et ouais, voilà, c'est ça. Ils pensent d'abord à leurs intérêts de classe. Et donc, je pense qu'ils ne mettent pas en balance les mesures précisément racistes ou xénophobes. C'est d'abord pas d'impôt sur le capital, pas d'impôt sur les entreprises, et poursuivre ce capitalisme qui est quand même très fortement dérégulé. Je pense que c'est ça qui les soude, et comme ils se rendent compte, il faut voir les mutations, s'étaient accélérées. Le grand patronat français a été pro-Fillon à l'élection présidentielle de 2017.
Ensuite, il a été séduit dans les premiers mois par Macron. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, passait son temps dans la grande association qui est assez peu connue du grand public, qui s'appelle l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, qui en fait J'ai découvert l'existence de ce truc CAC 40, hein, c'est un organisme. En fait, c'est pas un syndicat professionnel, c'est le club des grands patrons. Voilà. Et puis en fait, Macron les a déçus parce que Macron, c'est l'inconstance, c'est l'absence de ligne directrice, c'est le en même temps. Et donc du coup, il y a eu un désamour très violent et une accélération du basculement vers l'extrême droite en disant ce sera sans doute une solution de pis-aller, sûrement pour eux. Mais pas seulement pis-aller, pour la raison que je viens de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a ce capitalisme libertarien, donc ce capitalisme sans démocratie, qui a émergé aux États-Unis, et on commence à sentir que cette vague commence à arriver en France. Et donc dans le livre, je pointe quelques secteurs où on sent ce mouvement des plaques tectoniques. Je cite notamment la tech. Il y a un point sur lequel je crois que je suis en désaccord avec toi. Tu fais la comparaison avec l'Allemagne. Ça revient plusieurs fois dans ton livre. Et tu dis, là, en Allemagne, le patronat, il est farouchement engagé contre l'AfD, Alternative für Deutschland, qui est le parti d'extrême droite néo-nazi allemand. Tu avances plusieurs hypothèses, dont l'une est historique, en disant, en fait, le patronat allemand sait quel rôle il a eu dans les années 30 dans l'accession au pouvoir d'Hitler. Il y a aussi les positions de l'AfD qui sont quand même sacrément péchues dans leur racisme décomplexé, presque plus que celle du Rassemblement national français. Et au fond, tu dis, c'est ça qui fonde aujourd'hui leur... Vas-y. Non, il faut pas être naïf. Hein, c'est pas les valeurs. Au fond, le début de l'hostilité très forte entre le patronat allemand et l'AfD se joue sur l'action d'immigration. Pour une raison, c'est que le patronat allemand manque de main-d'œuvre et donc adhère à la politique pro-immigration de Merkel dans les années 2015-2017 et se heurte à l'époque très violemment à l'AfD et qui elle est contre. Et donc, du coup, il y a c'est la violence de la polémique qui laisse des traces et qui fait que des grands patrons se prennent position donc, dans un texte en 2024 qui est quand même assez fort, puisque le titre, c'est Debout pour nos valeurs. Hein, ce que ne fait pas le patronat français du tout. Et donc, je pointe juste le fait que que la France a souvent du mal à regarder son passé, ce qui était moins le cas de l'Allemagne. Et je le pointe dans le fonctionnement des entreprises allemandes où, à la Libération, ils ont décidé de changer le mode de gouvernance pour sortir de ce qu'était le Führerprinzip, le fonctionnement avec un seul chef. Voilà. Mais en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que la différence entre l'Allemagne et la France, c'est qu'en Allemagne, il continue d'exister une proposition pro-business néolibérale qui a été insufflée par Angela Merkel, mais qui aujourd'hui n'est pas dédiée par le SPD, ni même la CDU, qui reste structurant. Nous, en France, le problème, c'est que la droite libérale qu'incarnait Emmanuel Macron s'est complètement écroulée. Et on l'a vu là très récemment, quand le patronat, Patrick Martin et le MEDEF, ont participé à faire chuter le gouvernement de François Bayrou. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est plus une proposition politique. Et donc, du coup, ils se retrouvent avec deux propositions alternatives. C'est ou bien la gauche et le programme du nouveau Front populaire, ou bien l'extrême droite. Et ils font le choix de l'extrême droite. Il y a une radicalisation, c'est l'égoïsme social. Mais qui vient de l'écroulement, en fait, de cette droite libérale. Il n'y existe plus de droite libérale en France, en vérité. Oui, mais c'est plus qu'une question de conjoncture politique. C'est pour dire vrai, on sent bien qu'en France, le néolibéralisme est entré en crise au moment de la crise financière. Cette crise s'est effondrée. Et donc, du coup, le milieu d'affaires commence par tâtonnements successifs, à chercher une autre stratégie. Et c'est pour ça que les évolutions américaines, certains dressent l'oreille, observent bien que les grands patrons les plus connus, comme Bernard Arnault, par exemple, le patron de LVMH, comme Rodolphe Saadé, le patron de CMA-CGM, ont manifesté leur sympathie dès le début pour Trump lors de sa seconde investiture, mais qui n'ont pas fait marche arrière du tout après le salut nazi
d'Elon Musk, et après les mesures de hausse des tarifs douaniers. Hein, et ils continuent plus que jamais à manifester, parce que je pense que le modèle qui commence à émerger les intéresse et leur plaît. Dans une partie que tu consacres à la mafia libertarienne mondiale, tu parles de la tech. Tu en as aussi un peu parlé tout à l'heure, de ce monde de la tech, à la fois américaine, mais aussi française. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on arrive à, là c'était au mois d'août, hein, il y a quelques semaines, quelques jours, une réunion autour de Donald Trump où tu as tous les patrons des grandes boîtes américaines, de Apple, de Oracle, de Google, etc., qui sont réunis par Trump à la Maison-Blanche et tous en train de lui cirer les pompes, mais d'une manière, mais genre comme j'avais jamais vu. Et tout ça est filmé, c'est disponible sur Internet. On les voit dire, Mark Zuckerberg dira vraiment, vous êtes fantastique, vous êtes un président incroyable, etc. Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et tu dis que, en vérité, la tech française lorgne aussi sur ce qui se passe aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait que ce secteur, en fait, est tellement attiré par genre la posture absolument délétère, dangereuse, guerrière, agressive, porteuse de guerre civile d'un Donald Trump? Ouais, oui. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on a manqué de vigilance parce que on a souvent vu de France garder l'image d'une tech californienne, progressiste, ou en tout cas proche des idées du Parti démocrate américain. Moi, je cite dans le livre un point de vue, une déclaration du parolier des Grateful Dead qui disait foutez-nous la paix, pas la régulation, parce que c'est d'un monde libre, l'univers du web. Or, en fait, on sait bien ce que c'est devenu. Donc, c'est devenu l'un des moteurs du capitalisme mondial et américain. Et au lieu d'être cet univers libre dont rêvait, parce que le libertarianisme n'a pas forcément été d'emblée une idéologie d'extrême droite. Ça pouvait porter rejoindre la thématique des communs. Hein. Et en fait, c'est devenu le web une immense plateforme marchande, un univers marchand. Et donc, cet univers-là, porté par les géants, les oligopoles qui ont envahi cet espace qu'est le web, du coup, se sont saisis du libertarianisme en comprenant ce qu'ils pouvaient en faire. Une liberté totale, plus de règles du tout. Et donc, c'est pour ça que je parle d'anarcho-capitalisme. Et donc, comme ça a été le moteur de la mutation de ce capitalisme-là, et comme c'est l'élément moteur du capitalisme aujourd'hui, hein, du coup, c'est assez compréhensible que le virus de la contagion passe par la tech aussi, en France d'abord. Oh, mais tu pourrais imaginer que ça passe, je sais pas, pourquoi ça passe pas par les énergies renouvelables, tu vois, ce qui est aussi un secteur en pleine explosion, ou je sais pas, d'autres secteurs qui sont nouveaux. Les secteurs dérégulés. Donc, on peut imaginer que c'est là que ça transitera. Mais donc, il y a eu quelques investisseurs en France dans les énergies liées à la dérégulation de l'énergie, par exemple. Hein, mais on ne sent pas encore une vague massive. Mais c'est par ces créneaux-là que la dérégulation passera et que l'idéologie libertarienne arrivera. Dans ton livre, tu mets en exergue des figures qui sont quasiment des icônes. Alors, il y a bien sûr Vincent Bolloré, il y a bien sûr Sterrin, il y en a d'autres. Hein. Tu parles de Sophie de Menton, Charles Becbédé, Agnès Verdier-Molinier qui a son institut. Tu parles d'imposture en parlant d'Agnès Verdier-Molinier. Est-ce que ces figures, pour toi, structurent véritablement cet espace entre l'extrême droite et les entreprises, ou ce sont des espèces de figures un peu créées de toutes pièces, qui sont que des symptômes, en fait, de ce qui est quelque chose de plus sous-jacent? Est-ce qu'elles ont un rôle véritable? Moi, la conviction que j'ai, c'est qu'on vit maintenant une situation où ce ne sont pas des passerelles qui s'établissent entre l'extrême droite et les milieux d'affaires. Je pense qu'on rentre dans un univers nouveau qui est fait de porosité. Alors, je cite l'exemple de Sophie de Menton. Sophie de Menton, c'est une dame qui préside un petit organisme patronal qui s'appelle Éthique, qui était en d'autres temps créé par Pierre Gattaz, l'ancien président du MEDEF. Et pour faire le va-et-vient entre Marine Le Pen et les milieux d'affaires, pour draguer des patrons au profit du Rassemblement national, elle a besoin d'une posture de respectabilité. Et donc, elle a un cercle d'affaires. Elle réunit régulièrement un parterre de patrons
au Cercle de l'Union Interalliée, qui est l'un des clubs chics place de la Concorde à Paris. Et il y a plein de gens du milieu des affaires qui défilent pour prendre la parole. Et donc, qui a, par exemple, François Villeroy-Diallo, le gouverneur de la Banque de France. Par exemple, Patrick Pouyanné, PDG de Total Énergie. Et donc, c'est la présence de ces gens-là qui lui donne sa respectabilité et qui lui permet de jouer ce rôle. Je prends un autre exemple pour illustrer cette porosité. Le financier d'extrême droite dont on parlait, Pierre-Édouard Stérin, dont une sorte de Bolloré en plus jeune. 2.0, comme tu dis. 2.0, voilà. Il est dans certains de ses projets d'investissement, appuyé par Euraseo. Euraseo, c'est le plus grand fonds d'investissement français qui a été créé à l'origine par la Banque Lazare. Donc il y a 10 ans ou 15 ans, les gens d'extrême droite dans le milieu d'affaires étaient un peu les moutons noirs. Les collègues patrons les mettaient un peu à distance, ou ne voulaient pas les fréquenter. Là, c'est plus le cas. Ce monde s'interpénètre. Prends l'exemple de Bernard Arnault. Il est lié à l'extrême droite de deux façons. Il est lié à l'extrême droite parce que il est ami de Trump depuis le début des années 80. Il est ami de Peter Thiel, auquel il rend service. Mais il est aussi ami de Vincent Bolloré. Et donc, ils se rendent des services mutuels. Ils ont dîné ensemble il y a 10 jours. Ensemble. Il va racheter le Parisien. Donc, on rencontre la mise en cause grave de la liberté d'information que constitue, si ce projet aboutit, la cession du Parisien à quelqu'un dont on sait qu'il va en faire un média néofasciste. Et donc, voilà, il n'y a plus cette barrière, la barrière est tombée. C'est ma dernière question, enfin la dernière partie que je voulais aborder avec toi, c'est les oppositions en fait à ce qui est en train de se passer, à cette porosité que tu dénonces. Alors il y en a une, on a déjà parlé, c'est les cas isolés de patrons comme celui de Safran par exemple, comme Laurence Parisot en son temps, patronne du MEDEF, qui essaye de résister à peu près comme ils peuvent, avec beaucoup de nuances. Faut pas non plus imaginer que ce sont des super-héros, mais enfin, ils essayent un peu. Mais il y a aussi les alternatives. Et dans ta conclusion, tu rappelles les années 30 en pointant du doigt comme étant une des causes, en gros, de ce qui s'est passé en Allemagne, de l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, la division de la gauche, ou plutôt l'alignement sur Moscou des stalinistes, du Parti communiste allemand. Et tu mets ça en miroir avec la division de la gauche aujourd'hui. Ouais, moi c'est vrai que j'ai été très frappé par le livre de Johann Chapoutot, l'historien, qui montre dans son livre Les Irresponsables que Hitler n'a pas pris le pouvoir, qu'on lui a donné, ce qui est tout à fait évident, et donc il pointe toutes les ressemblances entre les années 32, début 33 en Allemagne et aujourd'hui, deux dissolutions ratées. Et je dis juste que dans toutes les causes, il y en a une autre qu'il faut ajouter, c'est que Hitler, la gauche allemande est divisée. Le Parti communiste allemand est sous les ordres de Staline, mène une campagne, à l'époque on parle de la troisième période de l'internationale communiste, il considère que l'ennemi principal ce sont les socialistes, c'est le SPD. Qui a foutu par terre la République de Weimar. Enfin, je veux dire, qui a participé aussi de la déréliction de la République de Weimar. Le SPD qui ont du sang sur les mains, l'assassinat de Liebknecht et de Rosa Luxembourg, voilà. Et chacun se prévaut des turpitudes de l'autre pour ne rien faire quand la menace hitlérienne approche. Et donc, je pense que ce regard, que cette comparaison est utile parce que dans le pays, on sent bien qu'il y a une attente antifasciste. Il y a eu la manifestation contre l'extrême droite, il y a eu la flottille qui a été devant le château de Bolloré. Il y a une attente. Or, il y a eu un sursaut de la gauche au moment des législatives. Heureusement, il y a eu un nouveau Front populaire qui s'est reconstitué aussitôt. Mais malheureusement, il a à nouveau volé en éclats. Or, tout le monde sait que s'il n'y a pas reconstitution de l'unité, qu'il n'y a pas l'unité contre l'extrême droite l'emportera. Ça sera l'une des causes de sa possible victoire. Et donc ça, il faut à tout prix l'empêcher. Donc je pense que le débat majeur des mois qui viennent,
c'est cette question de l'unité de la gauche, refonder un collectif. Alors, toute dernière question, tu parles de l'unité de la gauche. En juillet 2024, le Front républicain contre l'extrême droite, il était plus large que la gauche. C'est peut-être aussi une des raisons qui a fait qu'on a réussi à ne pas avoir Jordan Bardella à Matignon. Est-ce que tu penses qu'il faut continuer en fait à consolider ou ne pas abandonner en fait ce Front républicain qui dépasserait la gauche, qui irait aussi à certains partis de droite? Oui, enfin, il y a deux choses. Il y a le Front républicain contre l'extrême droite, hein, et ensuite il y a la nécessité de la gauche qui porte un programme, hein, dont je pense qu'elle est. Mais je pense que dans le combat contre l'extrême droite, qui n'est pas le combat pour l'organisation d'un monde nouveau, mais dans le combat contre l'extrême droite, il n'y a pas d'esquisible. Il faut que toutes les forces attachées à la défense de la démocratie fassent front. Merci beaucoup, Laurent. Merci, Pablo.